Alors, Laurent, Oui. on est dans un petit village très Oui. sympa, très Oui. joli. C'est joli. Mais ici, 130 personnes, qu'est-ce qu'on peut tourner? Oui. Mais Laurent, bricolage? Comment ça, bricolage? Je n'aime pas bricolage. Mais c'est pas bricolage. Mais avec marteau, qu'est-ce qu'on peut faire avec marteau? Bonjour Natalia, bonjour Laurent. Désolée. Bonjour Pascal. Non, je ne bricole pas. Donc Pascal Turpin est un... Taillandier d'armes. Incroyable. Ça te dit quelque chose? Merci. Allez, on va découvrir. Pas trop, mais... C'est normal, on va découvrir. Pascal, nouveau Allez. suivant. Si c'est pas bricolage, je suis d'accord. Bébé, j'espère bien. Alors, taillandier, qu'est-ce que c'est que ce métier de taillandier? mon Alors, cher le Pascal taillandier Turpin? d'armes, Oui, mon cher Laurent, en fait, c'est celui qui appartient à la famille des taillandiers, qui fabrique des objets taillants et tranchants. Il y avait anciennement 3 familles. Les premiers, c'est les Ferrons et les Fèvres, qui faisaient la maison et l'agriculture. Et les derniers, les armuriers, qui fabriquaient des armes. C'était les batteurs d'armure. Ils fabriquaient les casques, les boucliers, les cottes de mailles. alors c'est une corporation qui existe depuis donc Saint-Louis, le C'est roi ça. Saint-Louis, et qui a un privilège parce que l'épée, vous la remettez où? Alors, l'épée, en règle générale, on la remet dans une église. Ouais. Avec l'assistance d'un ecclésiastique, d'un prêtre, qui va faire une messe spéciale. On utilise des textes du XIIIe siècle par rapport à ça, puisque c'est très codifié, et qui va ensuite bénir l'épée et le récipiendaire. Celui qui fait l'investiture de l'épée, c'est le taillandier, donc moi-même. Et pour pouvoir officier dans une église, nous sommes reconnus par le Vatican. Nous ne sommes que 6 en Europe à être reconnus par le Vatican. 6 en Europe? Oui, 6 en Europe. C'est génial ça, c'est quand même joli, non? Ah oui, très très joli. On est moins que les pandas. Oui, ça, bon, la comparaison est sympathique, mais alors, ça veut dire que finalement c'est un peu comme une cérémonie du Moyen-Âge, c'est pas un peu C'est comme ça. un adoubement d'un C'est chevalier? dans le même principe de l'adoubement. Ah, du c'est chevalier. joli ça. Ouais, c'est pas romantique ça, Natalia? Quelque chose de très romantique et intéressant. Je n'ai Bon. jamais attendu. Allez, on va découvrir? Avec plaisir. Allez, Allez, suivez-moi. nouveau suivant. Laurent, Natalia. il y a beaucoup de choses qui coupent. Oui. J'ai déjà vu comment Pascal elle a fait Là, il y a- l'épilation. Il y a la parole aussi. Et les paroles? Oui? Quelles paroles? Bah couper la parole? Oui, Oui, pour couper. oui. C'est vrai. Mais tu as vu comment ça marche les couteaux? Non? Pascal, vous pouvez montrer? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Pascal? Épilation en fait, direct. C'était pour montrer que c'était affûté. Regarde, Ah la vache! c'est incroyable. Ouh là là! Donc, alors, quelles sont les étapes justement pour arriver à ça? Ok, alors les étapes. La première étape, on va partir d'un morceau d'acier. C'est classique. Alors, il peut être inox ou il peut être acier au carbone. Ça, c'est la forme initiale du couteau. D'accord? C'est ce que je vais mettre dans la forge et je pars de ça. Oui, mais là, la largeur, elle n'est pas la même. C'est parce qu'il va être aplati. Justement, du coup. non, parce que je vais le forger. D'accord. C'est ça l'intérêt. Est-ce qu'on prend n'importe quel type d'acier? Ça a une raison. On Alors, choisit. Oui, on choisit. Il faut qu'il y ait de l'acier avec beaucoup de carbone à l'intérieur. D'accord. Et D'accord. comment est-ce qu'on sait ça? Alors, maintenant, on les achète, ils ont une nomenclature. Oui. D'accord. Oui. Anciennement, ils faisaient des tests d'étincelles pour savoir quels étaient le taux de carbone. Alors, ils ne le connaissaient pas, mais ils savaient s'il y avait plus ou moins de taux de carbone. Comment on faisait ça? Alors, ils faisaient ça sur des meules. Si c'était des grosses étincelles, Oui. il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de carbone. Ouais. S'il y avait énormément d'étincelles très petites, c'est qu'il y avait beaucoup de carbone. Ah, excellent. Et donc, il y avait un marquage, c'était des marteaux, ils utilisaient un marteau, et donc ça allait de 1 à 5 marteaux. Ouais. Un marteau sur la morceau d'acier, il y avait peu de carbone. 5 marteaux, c'était un acier avec beaucoup de carbone qui servait par exemple pour faire des épées. Le 1 marteau, on va utiliser pour faire des outils, pour faire... voilà. Donc c'était le seul moyen à l'époque qu'on avait de reconnaître
si c'était un acier avec beaucoup de carbone ou pas. On ne connaît pas le taux de carbone. Par exemple, celui-là, aujourd'hui, on sait que c'est 0,75% de taux de carbone. Pendant des centaines d'années, on n'en sait rien. Ouais. On ne sait pas. Alors, donc on s'assure que ça soit un acier où il y ait beaucoup de carbone. Oui. Et ensuite, après, ça va être quoi? De martelage? Alors, tout est fait à la forge, Oui. ce que vous verrez par rapport à ça. Et on obtient déjà cette première ébauche. D'accord. D'accord? En fait, la qualité du couteau est faite à la forge. Tout le reste, c'est de la fioriture. Non, mais c'est intéressant ça. Je reviens là sur cette anecdote. Donc ça veut dire, si ça je passe à la meule, ça va faire des tas de petites étincelles parce que ça contient du carbone. Ouais, c'est ça. Et si ça fait des grosses étincelles et moins, C'est qu'il n'y a pas assez de carbone. excellent. Donc, et donc coup, on va pas faire un bon couteau on avec. n'utilisera pas pour le Bien couteau. sûr, On va l'utiliser bien sûr. pour de la serrurerie, pour des ferrures, pour tout un tas de choses, mais certainement pas ni pour les couteaux ni pour les armes. D'accord. Voilà, ça, on ne l'utilise pas. Tout est fait À la forge. À la forge. Au marteau. Au marteau, oui. Ouais, il n'y a rien de... Voilà, donc en fait, la qualité du couteau sera faite à la forge. Oui. Après, le travail entre cette partie-là, Mais oui. celle-là et la finition, c'est que de la finition. Ça ne changera en rien la qualité du couteau. La qualité initiale du couteau et finale du couteau, c'est la forge. C'est tout ce que je vais faire à la forge. Mais pour arriver à faire une lame lisse comme ça et brillante comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, anciennement, ils utilisaient des polissoirs à la main. Donc, Oui. c'était les polisseurs. En fait, Oui. dans une taillanderie, il faut partir du principe que ça s'appelait une taillanderie, mais c'était comme si on disait une usine. Il y a 15 corps de métier qui travaillent, qui sont Ah oui. différents. Ah oui, quand Il même. y a celui qui est le forgeron, Oui. c'est celui qui forge. Oui. Il est Qui taillant travaille des la lames. lame. Oui. Après, il va y avoir le polisseur. Pour polir une lame d'épée, par exemple, ils font en moyenne 3 semaines. Parce qu'ils polissent à la main. Ils polissent avec du... Alors, ils avaient des papiers de verre qui étaient faits sur du tissu avec des graviers et des sables de plus en plus fins qui étaient collés dessus. Uh-huh. Et donc, ils travaillent à genoux ou assis dans l'eau quasiment en permanence pour éviter les frottements et la chaleur. Excellent. Et donc, ils polissent. Mais c'est 3 semaines de polissage. Aujourd'hui, il y a très peu de polisseurs à la main. Ça existe encore. Il faut compter à peu près 4 000 € pour faire polir une lame à la main. Et c'est toutes les étapes, c'est vous qui font? Alors, aujourd'hui, on utilise des machines qui remplacent, en fait, des personnes. En fonction des grains qu'on va utiliser de pâte à polir, Très juste. ça On va, n'aura voilà, pas ça le va rendu, voilà, d'accord. le rendu sera pas le même. Donc, il y a le polisseur, il y a celui qui va faire les cuirs, celui qui va faire les fourreaux, il va y avoir celui qui va faire les gardes, les montages. Donc, en fait, il y a une quinzaine de personnes qui travaillent avec des corps de métier complètement Incroyable. différents. Pour faire ça à la fin. Pour faire là-dessus, en fait, il y aurait, si on part du principe, Oui. le forgeron, il va forger. Oui. Il va arriver à ça. Oui. D'accord? Là, il va le passer au polisseur Oui. qui, lui, va commencer sortir à sortir ça Oui. et la lame polie. Et après, il va y avoir le monteur. Oui. Le monteur, il va faire le manche, Oui. il va faire le montage. Oui. Et après, il y a l'affûteur. D'accord. Ah oui, bien sûr. Donc, on est à 5 Pour que corps. ça coupe le Voilà. mieux possible, affûté. Voilà. Donc, il y a 5 corps de métier déjà sur un tout petit couteau. Enfin, sur un couteau relativement simple. Ouais. Mais c'est vous qui avez... Mais c'est moi qui fais. Et tout. Oui. Vous en place Toutes, tout le monde. toutes les Bah, étapes. avec l'aide des machines. Ouais. Et vous avez un petit peu plus de temps. Alors, en fait, c'est plus rapide de nos jours qu'avant parce qu'on a les machines. Oui. Un polissage. En fait, quand on va forger tout à l'heure, pour arriver à ça, il me faut un quart d'heure. Ah oui. Et D'accord. autrefois, Et pour faire... C'est à peu près le même temps. Et faire du sang comme ça aussi? Alors ça, c'était Et ça, fait c'est après. soit à la lime. C'est pareil, c'était un monsieur qui était spécialisé dans le guillochage. Ça s'appelle le guillochage. Donc ça, il me faut un quart d'heure. Pour passer de là à là, il me faut 4 heures. ah oui, quand même. Ah. Je mets plus de temps pensais plus. à faire tout le polissage, le montage, l'affûtage et autres Uh-huh. que de forger la lame. Combien de coups de marteau pour une Alors, lame? pour une lame, pour faire un comparatif, une pointe de flèche, c'est à peu près 380 coups de marteau. Ah, Ça a l'air de rien. ça pour une flèche Pour style une- Robin des Bois, quoi. Voilà, c'est à peu près 350 à 380 coups de marteau. D'accord? Pour un couteau comme ça, c'est environ 2500. Mais récupérer alors du coup. Alors oui, alors voilà, le fait de faire de la récupération, ça a toujours été dans tous les siècles. Le fait de consommer, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Mhm. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'autrefois, dès qu'il y avait une épée perdue, un morceau de ferraille ou autre, on le récupérait. On le récupère tout. À la fin des batailles, il faut savoir que l'armée qui avait remporté Oui. la victoire, on ne laisse que les corps nus
sur les champs de bataille. On récupère les vêtements, les bottes, armes, tout. tout. Ouais. Bah, parce qu'une chemise, ça coûtait cher de Bien fabriquer sûr. une chemise. Bien sûr. Une arme, on n'allait pas la laisser. Il faut savoir que, pour donner des comparatifs, jusqu'au XVe siècle, l'acier coûte 5 fois plus cher que l'or et 40 fois plus cher que l'argent. Waouh. Pourquoi? Parce qu'avec de l'acier, on fait des armes. Avec des armes, on fait la guerre. Avec la guerre, on a le pouvoir. Ça n'a pas changé. D'accord. Donc, ça coûtait excessivement cher. Là, la côte de maille qui est à côté, une côte de maille, au XIVe siècle, on a ça dans le comté de Turenne. Il fallait 2 ans pour faire une côte de maille entière et ça coûtait 23 vaches. Juste pour les flèches là que je vois, elles n'ont pas la même, je ne vais pas dire utilité, parce que j'aime si, pas le mot. Pas la même forme et pas la même utilité. Ça, c'est pas terrible. Alors ça, si, c'est terrible. Tu vois. Bah oui, non mais j'imagine bien quoi. Voilà, ça rentre, ça sort pas quoi. Mais on la récupère toujours. Oui, non mais ça, je veux pas savoir comment. Ah bah, On ne parle pas de mais ça fait partie, hélas, de la vie. En fait, ça, c'est les Gaulois qui ont inventé cette le pointe pio. de flèche. Bah alors les ancêtres, là, c'est pas très cool ça. Ah hein. non, c'est l'ancêtre métallique du harpon. D'accord, ça c'est D'accord. pour harponner les Alors, les c'était Romains, pour le ça. gibier. Alors, à l'origine, c'est pour le gibier. Le gibier. Ah, Bah, le romain, alors, c'est une sorte de gibier. Hein, exactement. pour Alors, Astérix. ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. On en a trouvé énormément sur le site de bataille de la bataille d'Alésia. Ah, intéressant. Donc, on sait que les chassaient le sanglier. ils chassaient le romain Oui, mais avec bon, ça. ouais. Donc, tu imagines un peu Ouais. la pointe de flèche. Moyen, Alors, en moyen. fait, on récupère tout. Alors, dans les films, on va nous montrer, parce que c'est un montage avec un bois. Oui, Et donc, dans le film, on tire le bois et on tire la flèche. ouais. Ça n'existe pas. Non. Si tu tires le bois, tu vas enlever le bois, ouais. mais la pointe de flèche va rester à l'intérieur. Exact. Donc il fallait pousser, transpercer, et sortir une fois, de l'autre côté. voilà, il fallait sortir de l'autre côté. On enlève la pointe de flèche métallique et après on tire le bois. Ouais. Et il fallait attendre 1 semaine pour savoir si la personne allait survivre à une blessure de pointe de flèche, parce que si jamais elle touchait un os et que la moelle de l'os rentre dans le sang, il mourrait. Il mettait 1 semaine pour. Mais pour John mourir. Rambo, il désinfecte tout ça, il met le feu et tout est bon. Ah, C'est exactement. extraordinaire. Extraordinaire. Celle-là, Celle-là, c'est une feuille de saule. C'est une flèche classique pour la chasse. Comme, d'accord, ça c'est une gentille. Ça. ouais, ça c'est une C'est gentille. une gentille contre les Romains. ça. Voilà, comme celle-là. C'est pas la même forme, mais c'est le même Ça principe. c'est joli. Ouais, c'est. Alors, il Elle est s'inspirait. sympa. Celle-là, elle est sympa. Il Ça c'est s'ins- pour la chasse. Voilà, il s'inspirait beaucoup. les deux. Il Oui. s'inspirait Oui, beaucoup oui, les deux. de formes de feuilles. Alors, ah oui. Et c'est pas le même gibier. Non, c'est pas le même fabricant. Ça c'est le panou et ça c'est Voilà, quoi c'est ça. D'accord. Ça, C'est le panou non plus. Voilà, c'est le panou D'accord. tout seul. Ok, entendu. Et là, celle-là, c'est une pointe de flèche carrée. Ça s'appelle un passadou. C'était spécial pour les côtes de maille. Parce que si tu Ah bah utilises... voilà, donc il y en avait qui avaient une utilité particulière. Ah, mais toutes donc ont- ça, c'est non, ça. oui, non, mais ça c'est pour le gibier. Le gibier classique, classique. et puis le soldat. Hein, c'est D'accord. pas... Mais celle-là, c'est... Ça, c'est pour la côte de maille, bah oui. Pourquoi? Parce que si tu fais un essai, Ouais, bah oui. voilà, et là, avec la Ah puissance... non, là il a eu de la chance. Ah, ça s'est coincé. Non, alors en fait, Il a eu de la chance. avec la puissance, tu vas rentrer. Tu vois? Ah oui, merde, c'est vrai qu'il y a la puissance. Il y a Ah, la c'est pas puissance. cool. En fait, il faut savoir que une pointe de flèche, la vitesse, c'est environ 200 km/h. Et le pouvoir de pénétration d'une flèche, c'est entre 17 et 34 cm. Si tu utilises une pointe de flèche classique sur une côte de maille, en fait, tu vas jamais rentrer dedans. Il faut savoir que normalement, alors toi, tu vas pouvoir parce que tu n'as pas de cheveux, mais il est impossible à quelqu'un, voilà, oui, Vous ne pas voir la tête que j'ai. Bah si, tu vas la voir. Ah, les auditeurs doivent voir, moi non. En fait, c'est On va vite couper parce que je vais pas y être pris. tu peux le faire parce que tu n'as pas de cheveux. Tu Ça mets va, c'est agréable tu hein, mets quand ça à il fait Natalia, chaud. hein. Je ne vais impossible. pas sortir. Ah mais non, puis tous tes cheveux Ouais, vont se ouais, mélanger ouais. avec les anneaux. Ouais. Et donc, ça va te faire une épilation gratuite. Pascal, est-ce que vous pouvez nous raconter si cette passado, Ouais, passado, ouais. passado s'il rentre et jusqu'à quand, Quelle ouais. longueur Alors. et si elle peut tenir le pot ou pas. Alors, Si en c'est fait, très si on long. prend une pointe de flèche, si je la jette, Oh my god. elle va, Oui, mais elle va arrive- rebondir. Vous nous Voilà. avez dit tout à l'heure que ça a rentré à Voilà. 220 km/h. Alors, 220 km/h, ça fera exactement la même chose. D'accord. Ça, pourquoi? Parce que ici, sur l'arête centrale, on va, en fait, l'épaisseur va diminuer sur les flancs. D'accord? Oui, donc l'épaisseur, elle est là sur le L'épaisseur, elle est là, et la forme d'une armure, en fait, elle n'est pas plate, elle est arrondie comme ça. Pourquoi? Parce que ça va glisser sur l'armure.
Donc si je veux avoir l'attention de toucher quelqu'un, il faut que je l'attaque par le côté. Alors, c'est ce qu'on appelait en fait, les faiblesses des armures. C'était dans les coups, c'était Dans les coups, d'où le crâne de cheval. Exactement, c'était les lambes aisselles. requins, c'est ça? Oui, Ouais. tout à fait. C'était les aisselles. Uh-huh. Parce qu'en fait, quand ils soulevaient le bras, quand ils combattaient, en fait, Ah. ils ouvrent ici. Donc, du coup, ça faisait... Évidemment. C'était une faiblesse dans l'armure. Bien sûr. Alors que les armures étaient faites de telle manière que, en fonction des époques, c'était tellement bien articulé, on pouvait même pas passer l'épaisseur d'un papier à cigarette entre les lames des armures. Tellement elles sont super bien. Comment ça, les lames? En fait, les armures elles étaient construites comme des queues d'écrevisses. D'accord, Si on veut d'accord. utiliser Ah le oui, bras, ça y est, j'ai compris les jambes maintenant. et autres. J'ai compris. Et en fait, entre chaque Oui. partie de l'armure, Ah oui, c'était c'est tellement bien fait resserré. qu'on ne peut pas insérer un papier de papier à cigarette. Tellement c'était fait. D'accord. Donc ça, évidemment, ça c'est la fameuse armure des sans-gardes. Voilà, c'est la fameuse des sans-garde. Alors pourquoi est-ce qu'ils portent ça? Il y a une utilité ou c'est uniquement de Alors, l'esthétisme? non, c'est une utilité. Ah. Parce que oui, c'est une utilité. Ah oui. Mais contre quoi? Eh ben, contre déjà fusils les coups de sabre, les fusils, les On revolvers. se bat encore au coup de sabre? Ah bah oui, les charges de cavaleri de Reichshoffen. Ah oui, en c'est vrai, très juste, 1870, oui. ils se battent à coups de Bien sabre. sûr, oui. Pistolet. En fait, il faut une cuirasse, à l'époque de Napoléon III, il faut qu'une cuirasse, l'impact rentre, mais elle transperce pas. C'est-à-dire que sur les cuirasses du Second Empire, on tire un coup de pistolet sur la cuirasse, elle va s'enfoncer, mais la balle n'est pas assez puissante pour traverser. Comme un gilet pare-balles. Exactement, c'est le même principe. C'est l'ancêtre en fait du gilet pare-balles. Et sa configuration fait que, à un moment donné, les coups de sabre vont glisser, ou même les balles vont glisser. C'est ce qui est arrivé pendant la campagne d'Italie. Napoléon III étant sur le champ de bataille de Solferino, il a ses gardes avec lui. L'ennemi voit ça brille. Inévitablement, ils sont à côté de lui, de l'empereur. Donc, il commence à tirer sur les sans-gardes. Un sans-garde va recevoir une balle dans la cuirasse. La balle va être déviée par la cuirasse. C'est Verly qui va être touché par la balle. La cuirasse va dévier et elle va finir dans la jambe d'un sans-garde qui est à côté de lui. Mais la cuirasse n'a rien. Elle a juste eu un impact. Pascal, vous avez beaucoup de chapeaux. Non, comment ça? Une coiffe. Ouais, j'ai beaucoup de coiffes. Oui, voilà. Ça s'appelle comme Voilà. ça. Donc, Et vous portez? Oui, je les porte. Voilà, donc ça c'est une bourguignotte. La bourguignotte, on la voit à partir de 1570. Alors la différence, c'est qu'en fait, c'est par rapport au ventail qui est accroché derrière et on l'enlève. Alors que ça coûtait moins cher à faire en plusieurs parties que de faire en une seule partie, comme beaucoup de casques de l'époque. Donc ça, 1570. Et alors il faut beaucoup de couleurs pour identifier aussi, parce que quand c'est fermé, on voit pas qui c'est à l'intérieur. Donc il faut les couleurs, des plumes de couleurs pour savoir qui est qui. Là, il y a une anecdote par rapport aux plumes d'autruche blanches. Puisqu'on est en 1570, on est à l'époque d'Henri IV. Et donc, il y a cette fameuse phrase « Ralliez-vous à mon panache blanc », qui n'a jamais existé dans l'absolu. Ça, c'est jamais dit. Non, en fait, c'est son poète, voilà, Agrippa d'Aubigné, qui a, en fait, pour enjoliver un peu l'histoire d'Henri IV, a créé cette maxime. Par contre, ce qui va être intéressant, en fait, c'est ce qu'elle va donner dans l'histoire, puisque les nobles qui se sont ralliés à Henri IV arboraient un panache blanc. D'accord, en autruche et autres. Si bien que ça va perdurer jusqu'à la Révolution française. D'où la cocarde blanche. La cocarde blanche et les plumées blanches pour les officiers. Et petit. Alors, les abeilles, en fait, là, c'est une personnalisation. C'est la mienne. Donc, du coup, je l'ai personnalisée avec plein de symboles qui vont être par rapport à moi. Ce que faisaient anciennement les princes ou autres. En fonction de ce qu'ils aimaient, de leurs attirances, de leurs plaisirs, de leurs désirs. Et pourquoi vous avez choisi l'abeille? Parce qu'en fait, l'abeille, moi j'aime bien la symbolique de l'abeille, c'est la protection. C'est la protection des autres. Donc ça, j'aime bien. C'est le symbole de Charlemagne. C'est ça, c'est le symbole de Charlemagne. De l'empereur Napoléon Ier. Voilà, donc on va la réutiliser pendant très longtemps, mais on la voit dans les premiers temps avec les Égyptiens. Celui que je vais préférer, en fait, c'est celui-là. Celui de l'empereur Napoléon III? Non, non, c'est celui-là. J'aime bien ce shako. Donc ça, shako, alors on en parle. Premier Empire. D'accord, oui, mais porté par... Empire. Alors celui-là, c'est pareil. En fait, j'ai un personnage par rapport à tout à l'heure. Mon personnage étant de Suède à l'origine, en fait, je fais voyager mon personnage dans différentes histoires. Ouais. Et donc, j'essaye toujours d'avoir un personnage qui est plein de symboles,
par rapport à ça, et qui soit richement, puisqu'en fait mon aïeul étant le bâtard du roi Frédéric Ier de Suède, Ouais. donc du coup j'essaye de le faire véhiculer avec des ornements et des uniformes qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça vous embête de l'essayer? Non. Non, ça m'embête pas. Voilà. Donc, shako. Donc c'est un shako. Ouais. Alors ça, c'est pour l'attacher, en fait, quand il l'avait sur la tête. Voilà. Voilà. On met ça derrière. Hop. Et on vient le remettre autour du cou. Parce que si jamais à cheval, il le perdait, pour des raisons X, Y ou autres, en fait, le shako tombait, mais il restait attaché autour du cou. Est-ce que je peux juste... Ah, non, ça va. Je voulais... Non, pensais c'est que pas plus- super lourd. Non, mais non. quand même... C'est pas super lourd. Par contre, c'est contraignant, en fait, quand on le porte, parce qu'on a 70 cm en plus au-dessus de la tête. Donc, je fais 1m76, je suis à 2m46 à cheval, au-dessus de moi. Donc, c'est pas le plus embêtant. Après, il y a celui-là qui est la reproduction du casque de Napoléon Ier. Donc, l'original est conservé... Pardon ? Ça, de Napoléon Ier? Oui, Napoléon Ier. Il l'a porté qu'une seule fois. On l'a jamais vu avec. L'original est conservé au musée de la Légion d'honneur à Paris. En fait, il s'était aperçu, Napoléon Ier, s'était aperçu que les gens tiraient sur les maréchaux, les généraux. Oui. Donc, il s'est dit, pourquoi pas, puisqu'il y a les cuirassiers, autant utiliser un casque et une cuirasse pour les hauts dignitaires de l'Empire. Donc, il en avait fait deux, une pour lui et une pour Berthier. Il les a portés au traité de Tilsit en 1807, dans la tente. Et en fait, tous ces maréchaux se sont un peu moqués de lui et lui ont dit « mais on va jamais vous reconnaître ». Tout le monde avait l'habitude de le voir avec son bicorne et autres, donc ils ont dit « non, il ne faut surtout pas la mettre ». Donc il ne l'a jamais porté, c'est Berthier qui l'a récupéré après. Et ça, c'est Napoléon III? Ça, c'est Napoléon III. C'est par rapport au casque des 100 gardes qu'on a vu tout à l'heure. Oui. En fait, c'est le premier modèle qu'on a connu. Il a été fabriqué à 12 exemplaires seulement, parce que l'empereur et l'impératrice sont partis à Biarritz au mois de juillet 1854. Les 100 gardes ont été créés en mars 1854. Et donc, ils ont fait un essai avec les 12 100 gardes qui étaient avec l'empereur et l'impératrice à Biarritz. Mais l'empereur n'a pas apprécié le casque. Ça ressemblait trop aux Prussiens, aux Russes. Aux Prussiens, Donc, du coup, il a été porté pendant 2 mois. Après, il a disparu. On n'en connaît que 3. Les autres, on ne sait pas ce qu'ils sont. Ils ont disparu. Et donc, j'ai reproduit celui-là parce que, en fait, personne ne le connaît. Pascal, j'étais toujours intéressant avant à voir ça. Oui. C'est pas grave, vas-y, tu peux la sortir du fourreau. Elle était comment vous commencez par quoi? Parce que c'est. Eh bien, quand on commence une épée, c'est une bonne question, Natalia. En fait, quand on va commencer une épée, au départ, elle est comme ça. Waouh. Voilà. Ça, c'est un ancien outil, ça s'appelle une dent de consquille. Ça servait à faire des sillons. D'accord, ça c'est la première étape. La deuxième étape, il va falloir qu'on la redresse. Oui. Parce que là, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, on va la redresser. Et pourquoi est-ce que vous prenez ça, justement? Alors, c'est un super acier. Il a servi pendant 50 ans. Et comme il est en forme de S, il a fait ressort. Il n'a jamais cassé. Donc, c'est un super acier au silice. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment... Ça veut dire que celui-là, comme l'histoire des petites lames, si on le passe... C'est le même principe. Très bien. On pourra faire un essai tout à l'heure, tu verras. Et ça, pardon Natalia, ça va servir à faire aussi bien ça que les autres épées? Oui, ça peut. Après, on aura des finitions différentes. Bien sûr. Mais sinon, c'est le même principe. Voilà, alors celle de Natalia, c'est celle qu'elle préfère. C'est ce que vous avez fait. Ah oui, aussi. Celle-là, c'est moi qui ai tout fait. Mais celle-là, elle est 16e, 17e. C'est ce qu'on appelle une épée forte de cavalerie, d'où la largeur de la lame. Elle ressemble à une rapière. On les voit en Espagne, jusqu'en 1740, 1750. Oui, au début, quand elle était dans son fourreau, j'ai pensé que c'était une rapière. Voilà. Mais la rapière serait beaucoup plus fine. Oui. D'accord. Alors que là, c'est une épée de cavalerie lourde. Oui. Donc, on est pour les cuirassiers. Tout à l'heure, j'ai montré... Voilà le début. Voilà le début. Et voilà la lame de l'épée. Très bien. C'est un modèle, on peut en avoir. Oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est. Ça vient de là. Oui, c'est une pièce. C'est une pièce. C'est une seule pièce. Pas collé. Non, on ne pourrait pas le souder. Parce que là où on ferait une soudure, il y aurait obligatoirement une fragilité. Oui. D'accord. Donc, on va redresser, c'est ce que j'ai fait, donc sur toute la longueur. Et après, on va forger pour écarter la lame, pour créer la lame. Et combien
Eh ben, alors, sur Oh, une, on doit taper. beaucoup de fois, c'est entre 70 et 80 000 coups de marteau. Et il faut On va entre, pas faire aujourd'hui. entre 5 heures et 9 heures de forge. Ah, c'est sûr que c'est pas Non, pas aujourd'hui. Non, on ne fait pas ça Tu aujourd'hui. vois, pour me rentrer une idée dans la tête, il faut aussi... voilà. Il faut que tu me répètes souvent les choses. Tu vois, 70 000. 70 000 fois. Là, c'est une épée à une main, À une main. Oui. parce qu'après, qu'on t'as la des tient épées qu'à à une deux seule mains. main. Ah, D'accord. ok. L'autre, c'est avec deux. Et l'autre, Ouais. c'est à une main et demie. C'est pas à deux mains encore. Celle-là, tiens, voilà. Celle-là, elle a une main. Non, vas-y. Et celle-là, elle va être à une main et demie. Je veux comprendre, c'est la demi. Voilà. Une main. Et maximum, c'est combien C'est quoi? qui- C'est ça, la kilos demi? La demi, elle est à moitié sur la poignée et sur le pommeau. Ah oui, d'accord, entendu. Voilà. Et combien ça pèse maximum? Donc, une épée va peser entre 900 grammes et 6 kilos pour les plus grosses, qui étaient les épées de lansquenet, qui étaient des épées à deux mains, mais qui faisaient 2 mètres de haut. 6 kilos. 6 kilos, ouais, Et- c'était les plus grosses. Et pourquoi La il y a moyenne- la différence? Eh ben, en fait, les épées de lansquenet, c'était pour casser les membres des chevaux, pour casser les jambes des chevaux et casser les lances. Elles ont des noms? Les miennes ont des noms, oui. Autrefois, on leur donnait des noms? Toujours. Ah oui. Alors, sur Dans des les romans, épées, on a ça, hein. oui, sur les épées de chevaliers, sur les Oui. épées de personnages puissants, oui. Exemple, on a Durandal, Oui. on a Joyeuse qui était Ouais. l'épée de Charlemagne. Ouais. Donc moi, ma forge s'appelle la forge d'Omas parce que Omas, c'était le nom de l'épée de l'archevêque Turpin. Et les gens, ils font quoi? Juste pour décorer Alors non, justement, si la personne veut décorer sa maison en disant tiens, je mets une épée sur le mur, il y en a plein sur Internet, c'est pas moi. D'accord. Moi, c'est obligatoirement lié à l'aspect chevalerie. Puisque l'épée symbolise la justice, il faut que la personne soit juste. Et en fait, ça représente qui il est. Un peu comme le principe des académiciens. Une épée d'académicien, c'est sa vie qui est représentée au travers d'une épée. Ben là, c'est la même chose. C'est le même principe. Et combien par an vous faites Des fois, j'en fais 0 dans l'année. Et puis, l'année suivante, je vais en faire 2. Pascal, je touche déjà. Et elle n'est pas très... Alors, parce que tu touches pas au bon endroit. Ah bon? Ou- Parce que C'est au beau. si tu touches ici, Oui. J'avais si fait tu gaffe, touches c'est là. ici, elle Ah, va être d'accord. affûtée. Ça veut dire Alors, juste bah, ce le but, marteau, c'est- on doit Alors, faire ici, exact. non? En fait, il y a différents endroits où on va affûter la Oui. lame. On va l'affûter sur cette partie-là. D'accord. Sur le milieu, non, et sur l'avant. Pourquoi? Parce que c'est en fonction des stocks ou de taille. Des stocks, c'est les coups, c'est la pointe, et de taille, c'est les coups. D'accord? Si on fait des stocks, à ce moment-là, c'est la pointe, donc là, la pointe est nécessairement affûtée. Ici, c'était pour couper les jarrets derrière les genoux. D'accord. Et là, quand on tient une épée, en fait, on a la possibilité d'utiliser à différents. On peut l'attraper par la main, parce que je vais d'accord. taper Oui. avec le pommeau. Mais si elle est affûtée, Oui, c'est j'ai un compris. peu gênant. Donc, D'accord. et puis les épées vont s'entrechoquer le plus souvent possible entre cette partie-là et là. D'accord. Alors, les lames, il y a une histoire de vibration et de sonorité. Oui. Et une histoire d'équilibre également. Quand on va forger une épée, en fait, l'équilibre de l'épée, il doit y avoir plus de poids à l'avant qu'à l'arrière, d'accord? Mais pas trop non plus. On va prendre celle-là, en fait. On va regarder l'équilibre. L'équilibre doit être à peu près à 5 cm au niveau de la garde. Voilà, à peu près. Voilà. D'accord? Ça, c'est Que l'équilibre. toutes les épées soient équilibrées comme ça, Nathalie. Alors, si Une mon- rapière, n'importe voilà. quelle épée, c'est toujours comme ça. Si elle est équilibrée, s'il y a trop de poids vers l'avant, en fait, c'est très inconfortable quand on la Voilà. tient dans l'avant. Ah ouais, c'est à combattre, c'est super difficile parce qu'on va prendre en fait tout le poids on va forcer sur l'avant-bras. Et autres. Si tout le poids est à l'arrière, donc dans la poignée, en fait, on sent pas la force des coups. Donc il faut juste avoir ces 5 cm qui vont être à peu près au niveau de la garde. Et la sonorité par rapport à la question, en fait c'est super important parce que ça va la sonorité qui va, donc on va trouver l'équilibre, voilà. On doit se rapprocher le plus possible du La parce que ça va déterminer si on a forgé correctement sur toute la longueur de la lame. Pascal, qu'est-ce que j'ai remarqué que vous, je ne sais pas, Oui, vous faites tic, tic, tic et après à côté. à côté. Voilà. En fait, C'est quoi le... alors, quand je vais forger, Ah, ah, je vais forger oui. et après je vais tourner ma pièce, Oui. d'accord?
mais je suis obligé d'arrêter de forger. D'accord. Si je fais ça, comme ça, en fait, je prends toute l'onde de choc dans l'avant-bras. Donc en fait, je tourne ma pièce, je laisse rebondir et après je reforge. D'accord, ça veut dire C'est pour se reposer, en fait. Se reposer. D'accord. Oh my god. Les amis? Ça marche ou pas? Il faut regarder. Non, ça marche pas. Non, ça marche un petit peu, non? Je crois. Oui, ça marche un petit peu. C'est tout. Il faut remettre à chauffer. C'est chaud. C'est chaud, hein? Moi, en moyenne, quand je forge une épée, je bois à peu près 1,5 litre d'eau par heure. Ah oui. Oui. Ah ben, en fait, je transpire énormément. Alors, en fait, pourquoi boit-on? C'est pour 2 raisons. La première, on doit transpirer, c'est pour se protéger de la chaleur. Oui. Parce que le fait de transpirer, en fait, on dégage de l'eau, de la vapeur d'eau, et on va se protéger de la chaleur. Oui. La deuxième raison, il faut hydrater les muscles, parce que vous avez vu, c'est hyper violent. Oui. D'accord? Donc, c'est pour éviter d'avoir des tendinites, pour éviter d'avoir des crampes dans les muscles, on va boire énormément. Voilà, ça c'est obligatoire. Pascal, comme ça, je vous propose peut-être il y a un verre d'eau. On peut parler tranquillement. On va aller boire un verre d'eau, ouais. C'est ça. Ça va faire du bien pour tout le monde. C'est ça. Pourquoi un? Allez, des verres d'eau. Allez hop. Pascal, comme on dit, qui a bien travaillé, il mange bien. Chez vous, pour vous, c'est qui a bien travaillé, on boit boit bien. bien. On est en Mais France, hein. monsieur, il Quoi n'a pas travaillé, juste. T'as un problème? J'ai Ça trouvé marche pas. Tiens, tu veux rire? Ça marche pas, ça? Si, ça fonctionne bien. Tiens, ça fonctionne bien. J'ai trouvé ça, là, moi, en passant, là. Chez Pascal. Tu nous dis ce que c'est, d'ailleurs, Pascal, au passage? C'est un pistolet réglementaire modèle 1733. Voilà, c'est le premier pistolet réglementaire français. T'as encore un problème, Nathalie? Contrer ça, ça marche pas. Je remarque, Nathalie, je vous fais remarquer que je ne bois que de l'eau quand je forge. Oui. Heureusement. Oui, oui, ça, je vais croire. Heureusement. Comment est venue cette passion? En fait, depuis très longtemps, je suis né dans l'histoire. Papa était architecte et décorateur, et maman était antiquaire. Donc en fait, très vite, à la maison, on avait plein d'objets historiques, que ce soit des meubles, des tableaux, des armes anciennes et autres. Voilà. Et très vite, je me suis intéressé aux armes anciennes. Et en fait, ce qui m'intéressait, dans les armes anciennes, il y a toujours des poinçons de fabrication. Et ça permettait d'identifier, en fonction des poinçons que l'on avait, ça permet d'identifier le fabricant, le contrôleur. Et donc, c'était le côté humain de l'arme. C'était pas l'arme en elle-même qui m'intéressait. Mais ça, c'est une reproduction. Oui, c'est une reproduction. Oui. Et c'était pas l'arme qui m'intéressait pour faire la guerre, c'était savoir qui l'avait fait. Et, voilà. Et après, ça permettait de chercher qui avait été le contrôleur dans la manufacture de telle à telle époque et autres. Et ça m'intéressait. Quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans, on habitait Paris avec mes parents. Et papa, à l'époque, il n'y a pas tous les logiciels d'aujourd'hui pour faire des dessins d'architecture et autres. Donc, il allait au Louvre et il dessinait des éléments qui lui serviraient pour son architecture, pour construire. Pendant ce temps-là, moi, je m'amusais dans le Louvre. Pendant que papa dessinait, je me promenais dans le Louvre. Et à l'époque, il y avait une exposition sur la Grèce antique. Et dans des vitrines, il y avait des épées en bronze grecques. Et moi, ce qui m'intéressait, j'aurais aimé qu'elles me parlent pour qu'elles me racontent leur histoire. Ce qui m'intéressait, c'était pas l'arme qui m'intéressait, c'est j'aurais voulu savoir dans quelles mains elles avaient été, qui elles avaient rencontré, ce qu'elles avaient fait, machin. Bon, c'était un peu délirant, mais et en fait, c'était ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire des armes plus tard, quand j'ai eu l'occasion. Parce que quand on fabrique une arme, et en l'occurrence des épées, eh bien, on fabrique une arme pour quelqu'un. Créer votre histoire. Et elle crée son histoire. En fait, chacun, quand les gens m'achètent un couteau ou une épée, en fait, ils créent leur histoire. Le fait de fabriquer une épée ou un couteau pour quelqu'un, ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement. Et ça permet de connaître leur histoire.
Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Un jour, je suis allé forger à Jersey. On m'invite à Jersey pour le 800e anniversaire de l'indépendance de Jersey. J'étais le seul forgeron français là-bas. Et puis, quand on forge une épée, il y a deux options. La première option, on la forge pour quelqu'un. La deuxième option, on se lève, on se dit, il faut forger une épée. On sait juste que c'est pour une femme ou pour un homme. Mais on ne sait pas qui exactement. Et donc, à Jersey, je savais qu'il fallait que je forge une épée pour une femme, mais je ne savais pas qui. Donc, j'ai passé ma journée à forger une épée, mais je ne savais pas à qui elle allait aller. J'ai gardé cette lame d'épée pendant 18 ans. Oula! Pendant 18 ans, j'ai traîné cette lame d'épée parce que je ne rencontrais pas, en fait, la personne qui était liée à cette lame d'épée. Et au bout de 18 ans, je rencontre quelqu'un, une femme, et on commence à discuter de son histoire. Et en fait, la date, et Jersey était importante, elle était là le jour où j'ai forgé sa lame d'épée. Mais je ne le savais pas, je ne la connaissais pas. Incroyable. Et je l'ai gardé 18 ans, on s'est rencontrés 18 ans après, comme ça, alors il n'y a jamais de hasard. Et donc je savais que j'avais forgé sa lame d'épée sans savoir qu'elle était là. Et vous êtes toujours en contact? Ouais, toujours. C'est amusant ça. Ouais. Alors mon cher Pascal, on peut peut-être donner, ça serait bien de donner pour nos auditeurs, que vous puissiez nous J'ai donner. un Instagram, Pascal Turpin. Oui. Et donc là, on trouve facilement mon Instagram. Et c'est très intéressant, je vous conseille. Ah oui, bah, c'est passionnant de voir ça, de toute Ouais. façon. Et puis toutes ces collections, et de rencontrer le personnage. C'est un personnage, Pascal. Et ça a permis aussi à Natalia de forger son premier couteau. Voilà. C'est magnifique. Je vais me méfier maintenant. Maintenant, elle s'est donné des coups de marteau. Ouais, absolument. J'ai donné des coups de marteau, donc merci Natalia. Laurent, viens là. Je dois te montrer quelque chose. Oui, non mais, Laurent non mais, oh non, Natalia, non, on se Mais calme. regarde, Non, on mais se calme, regarde. Natalia, non mais, dis donc, et on Mais se je te- calme. Non mais je c'est te bon là. promets, Non mais je c'est te bon là. promets, je ne voulais pas te faire mal. Tu veux rire, oui? Non Viens. mais t'es marié. Mais Non, mais non. Laurent